Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez très très bien. Et si ça va pas, quand vous le voulez, n'oubliez pas que tout est toujours grâce. Alors nous vous remercions de suivre notre émission Fier d'elle. Fier d'elle qui est une émission à laquelle on tient particulièrement parce qu'elle pousse à impacter, à motiver. Donc Fier d'elle, aujourd'hui nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Madame Alia Barré. Qui est une dame qui m'a particulièrement marquée de par son parcours assez atypique. Et vous savez que nous aimons beaucoup les parcours atypiques à Fier d'elle. Bonsoir Madame Barré. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Oh, ça fait plaisir de voir une magnifique dame qui va très bien. Ouais, le plaisir d'être reçue, je vous remercie vraiment. C'est un honneur pour moi. Et un plaisir pour nous. Absolument magnifique. Je rappelle que Madame Barré est designer et qu'elle est habillée par elle-même. Tout à fait. Bonsoir Isia. Bonsoir. Alors vous la connaissez? Bonsoir, Madame Barré. Oui. Madame Barré. Madame, mademoiselle, j'accepte tout. Sur le principe, on dit madame. Tout à fait. Alors bonsoir Isia, bienvenue sur le plateau qui est ton plateau d'ailleurs, mais que je me plais à squatter. Oui, mais bien sûr, avec plaisir. Avec plaisir, Emma, avec plaisir. Alors, Madame Barré, nous vous passons la parole, comme on le dirait. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Donc, je m'appelle Alia Barré, donc je suis originaire du Niger. Donc, j'ai 37 ans, je suis designer et heureuse maman de 2 filles. Et donc, c'est une carrière que j'ai entamée il y a 3 ans et je suis basée au Sénégal. J'ai eu mon master et j'ai démarré ma carrière en banque. Donc, gestion de patrimoine, conseil clientèle, donc quelque chose que j'apprécie au départ. J'ai rencontré également la personne qui allait devenir mon conjoint. Il a eu une affectation en Inde, donc, où nous avons passé 3 ans et où j'ai eu ma première fille. Nous avons été affectés à Singapour, donc, où j'ai passé 4 ans. Pendant toutes ces années, j'ai vécu la vie de femme d'expat, comme on dit. Qu'as-tu fait pendant toutes ces années? Je dis, j'étais desperate housewife. Et sincèrement, c'est plutôt sympa sur le papier, on va dire, surtout en Inde, où en fait ma préoccupation principale au départ, c'était d'occuper ma cuisinière, qui avait rien à faire. Et c'est là aussi où j'ai eu ma première fille, qui est née sur place, qui s'appelle Maya, et j'étais maman, femme au foyer à plein temps. Et ça m'a convenu un certain temps, mais je ne me sentais pas accomplie de l'intérieur. Donc j'avais un vide qui se creusait. Donc plus tout était beau dans les hôtels, voitures, employés, et puis il y avait un vide en moi qui se créait, quelque chose qui n'allait pas. Sauf indiscrétion, votre mari travaillait dans quoi? Il travaillait dans une boîte française, donc il travaillait à l'époque chez Thales, donc il avait été déployé dans ce cadre-là, donc dans les bureaux à l'étranger. Mais j'ai une question, vous aviez déjà un attachement particulier au Sénégal? Donc ma mère vivait là, elle était affectée, elle travaillait ici, donc quand je venais en vacances, je venais la voir. Tout à fait. Donc, et c'est cette rencontre, justement, cette fille qui s'occupait de ma fille. On m'avait trouvé une jeune fille pour m'aider. Et elle me racontait qu'elle était couturière, mais que c'était difficile pour elle, les aléas et tout. Je me suis dit, tiens, cette fille qui a de la débrouille et tout mérite d'être aidée. Qu'est-ce que je peux faire? Et je me suis dit, tiens, en lui fournissant un travail, en lui donnant un certain nombre de commandes, ça lui fait une rentrée d'argent. Exactement. Donc à la fois, je savais qui travaillait, cette jeune fille, donc je sentais qu'il y avait un intérêt, mais également moi, de ce fait, je pouvais également prendre cette partie-là et créer quelque chose là-bas. Donc j'avais vraiment envie de promouvoir l'Afrique. Est-ce que vous diriez que le premier choix des études en banque, c'était pas votre propre choix? En quelque sorte. C'est-à-dire que c'est pas mon parcours fait que au moment où j'ai eu mon bac, c'était juste 3 mois après la mort de mon père. Donc déjà, avoir mon bac était déjà presque un miracle dans les circonstances où je les ai passées. Et j'étais perdue. Donc de toute façon, mon monde s'était écroulé. Donc, on va dire que j'ai choisi l'option la plus simple. Vous étiez au Niger ou déjà en France? Donc j'étais au Niger pendant mon année de terminale, mais lorsque mon père est mort,
nous sommes partis. Donc 3 mois avant les examens, 3 mois avant le bac, et nous sommes arrivés au Sénégal. Donc, Dakar a une symbolique pour moi, donc c'est une terre d'accueil dans tous les sens du terme. Justement, en parlant de votre père, vous imaginez bien qu'en préparant l'émission, on s'est un peu renseigné. On a joué les détectives, mais on a cherché ce qui n'est pas vraiment caché. Donc, on a appris comment ça s'est passé et que votre père était l'ancien président du Niger, si je ne me trompe pas. Et j'aimerais, et nos téléspectateurs aussi d'ailleurs, aimeraient avoir votre approche. C'est vrai qu'on a eu des audios, on a eu des communications par rapport à vous sur cet événement, comment ça a affecté votre famille. Mais aujourd'hui, la question qui se pose, c'est brusquement, comment on encaisse un coup pareil, Madame Barré? Je dirais que on n'a pas le choix. Quand ça vient, on est sonné. Et je vous cache pas que jusqu'à aujourd'hui, des fois, je prends du recul et je me dis c'est pas possible. Ça n'a pas pu se passer. Et à vrai dire, pendant les 10 premières années, je faisais des rêves. Je rêvais la nuit qu'en fait mon père revenait. Donc il réapparaissait comme ça, il franchissait la porte. Il y avait vraiment différents scénarios. Mais des scénarios, il revenait et en fait il disait mais toujours il revenait avec le sourire en disant mais tu pensais qu'on pouvait. Comment pouviez-vous penser qu'on pouvait me faire ça? Je suis trop. C'était une tactique et non, c'était juste pour mettre en évidence mes ennemis, mais tout ça n'était qu'un. Et il y avait toute cette joie de le retrouver. Et je me souviens surtout 2 ou 3 fois, vraiment où ça a été très dur, où en fait on se réveille. Je me réveille avec le sourire aux lèvres et en fait, en quelques secondes, la réalité nous écrase. Juste pour nos téléspectateurs qui n'ont pas fait les recherches pour moi et qui ne savent pas de quoi vous parlez, qu'est-ce qui vous a le plus affecté? C'est le côté brusque? Comment ça s'est passé, si vous permettez? C'est vrai que chez nous, il y a une certaine pudeur, et même dans notre famille, mes frères et sœurs, mes oncles et tantes, on a une pudeur, c'est comme ça, on est comme ça. Et donc notre douleur, on ne l'a pas exposée. Parce qu'en fait, il y a un stade où, en fait, c'est tellement intense, c'est tellement violent et c'est tellement insupportable qu'en fait, même le fait de le dire, c'est réveiller la réalité. Comme on dit, c'est une douleur à fleur de peau, même 20 ans après. On le sent dans votre je suis désolée, mais c'est trop, en fait, c'est trop horrible pour être vrai. Des fois, je me dis, même le pire des scénarios hollywoodiens ne peut pas retranscrire la réalité. Donc, il y a déjà l'acte, ce qui s'est passé. C'est un être humain, un père, un fils, un frère, qui a été assassiné, premièrement. Deuxièmement, assassiné dans des circonstances horribles. Il a été assassiné, tué dans le dos, abattu dans le dos. Troisièmement, par qui? Par les personnes qui étaient en charge de sa défense, de sa sécurité, sa garde personnelle. 3. 4. Comment ces gens se sont acharnés? Ce n'est pas un coup, c'est pas 2. Il a reçu des dizaines de balles. Et même sa voiture, parce que lorsque le chauffeur s'est rendu compte de ce qui se passait, il a essayé de s'interposer. La voiture qui était blindée a été attaquée au Kalachnikov. Il se dit
Wow. Donc la voiture elle-même a été complètement détruite. Ses amis sont morts. Son meilleur ami est mort. Les seules personnes qui ont essayé de s'interposer sont tous morts. Ils l'ont abandonné sur le tarmac comme un vulgaire animal. Et ce sont les pompiers qui sont venus après et ils ne savaient même pas où ramener le corps. Le corps a été ramené à la clinique de ma mère. Aujourd'hui, vous m'aviez demandé des photos. Le plus terrible pour nous, c'est que la majorité des photos sur les 4 dernières années de sa vie, nous n'avons quasiment aucune photo, il n'y a pas un de ces traîtres en arrière-plan. Ce sont des gens avec qui on a joué, ce sont des gens avec qui on a été, qui nous ont entourés. Donc, C'est difficile. il n'y a aucun mot pour décrire ce qu'on J'avais aussi une question. Non, je vous laisse poser votre question. Quel rapport aviez-vous avec votre père et avec le président? J'avais 17 ans à l'époque, donc adolescente. Donc, j'étais quelqu'un de très curieuse, mais aussi j'aimais beaucoup l'accompagner dès qu'il était en visite officieuse, entre guillemets. J'aimais me glisser, et voir ce qui se passait, voir un peu. Il est resté au pouvoir combien de temps? 3 ans. Donc, peu importe ce que les gens puissent dire, il avait à peine entamé l'œuvre qu'il devait faire. On ne lui a pas donné même le temps d'accomplir ce qu'il pouvait. Et le fait est que mon père était quelqu'un de très taquin. C'était un homme bon. Et je ne sais pas parce que je suis sa fille, il faut l'avoir rencontré pour comprendre. C'était un homme bon, qui aimait les gens et qui aimait le contact. Et si on pense à lui, moi, à chaque fois que je repense à lui, je pense à son sourire. À quel moment on franchit le pas, on se dit non, je ne vais pas me laisser faire, c'est trop facile parce que c'est une douleur atroce et terrible, même des années après, vous êtes ému malgré la grande dame que vous êtes devenue, la carrière, le parcours que vous avez eu. À quel moment vous vous êtes dit c'est trop facile, ils ne peuvent pas finir avec mon père et finir avec ma famille? Il y a eu plusieurs fois. Il y a eu d'abord, donc au moment où il est mort, mon plus jeune frère n'avait que 6 ans. Donc quoi qu'il arrive, on n'a pas le choix. On doit surmonter ça pour la famille, pour nous tous. On n'a pas le choix. On ne réfléchit plus, il faut survivre. On était à son enterrement, les gens s'alignaient. Et il y a des gens qu'on savait qui étaient impliqués, qui sont venus s'incliner sur son cercueil devant nous. Et comment vous savez que vous n'étiez pas là? Il y avait déjà des éléments qui ressortaient. On avait des informations qui convergeaient. Mais nos vies en même temps étaient en danger. Et les gens, en fait, il y a eu un tel chaos où les gens ont refusé de prendre la responsabilité parce que beaucoup de gens aussi se sont rendus compte de l'ampleur de l'atrocité. Personne ne voulait prendre la responsabilité. Donc beaucoup de gens ils ont dit attendons l'enterrement pour réagir, pour voir, attendons d'évacuer la famille. Pour leur vie et pour les conséquences internationales aussi. Qui allait prendre le coup en premier? Donc déjà, rien que ça, savoir que si on regarde les images de l'enterrement, je ne pouvais que baisser la tête parce que tout ce que je voulais c'était hurler. Hurler et dire mais vous vous rendez compte, vous savez vous qui vous avez tué? Savez-vous ce que vous avez fait? Mais je ne pouvais rien dire. Et par la suite, on va dire, tout ça, toute cette impuissance, cette colère de jeune fille de 17 ans, c'est une colère qui est restée en moi. Et je me disais, et justement quand j'ai vu comment après les premiers effrois, tout est redevenu normal. Voilà, les gens, quand on a commencé à interpeller la communauté internationale, on nous a dit, attention, il faut que c'est fait, il ne reviendra pas. Il faut passer à autre chose. Passer à autre chose. Même 20 ans après, je ne peux pas passer à autre chose. C'est ma vie, c'est mon quotidien.
Et donc ça, à 18 ans, j'étais remplie de colère. Colère de l'injustice, de comment tout ça peut se passer, de ce qui se passe en Afrique, de ces manipulations, de ces silences, de peu importe, même quand quelque chose de bon arrive dans un pays, on peut le détruire et on avance. Et ça me rongeait, j'étais vraiment une adolescente en colère, furieuse, je rejetais tout et j'étudiais, je faisais, mais cette colère était là. Mais j'ai eu cette chance d'avoir, c'était pendant mes années de classe préparatoire, où j'ai eu un de mes professeurs qui m'a mentoré et qui m'a demandé comme sujet de mémoire en philosophie le pardon. Donc j'ai décidé de pas pardonner, mais mon père n'aurait pas voulu que je sois amère et être enfermée dans le passé. Donc ma seule solution était d'avancer et d'avancer avec ces principes qui étaient l'amour, qui était le partage et les valeurs, les principes. Et pourquoi on va décider de revenir à Dakar? C'est votre deuxième patrie, votre famille est là, tout le monde est là? C'est-à-dire, voilà, quand j'ai terminé mes études et à la fin de l'expatriation de mon mari, nous nous sommes séparés. Donc ça aussi, c'était prendre le courage de savoir que quand un couple, ce n'est pas parce qu'on est... C'est pas qu'on se détruit ou quoi, mais parfois il faut savoir reconnaître que un mariage ne fonctionne pas et il faut prendre le courage. Ça faisait 7 ans que je ne travaillais pas, mais je savais que quoi qu'il arrive, ce n'était pas moi. Ce que j'étais devenue n'était pas moi. Donc il fallait que je prenne mon courage et que j'accepte de vivre ma vie telle que je le voulais. Et c'était à travers le design, mais c'était également en étant moi-même. Ne pas rentrer dans un moule qui n'est pas forcément le mien. Donc, et quand il a fallu prendre la décision ou me réinstaller, il y a eu plusieurs facteurs, mais mon premier point, après avoir été aussi longtemps loin de ma famille en Asie, c'était de me rapprocher de ma mère, qui était au Sénégal. Donc j'avais également quelques amis. Et le fait aussi qu'au Sénégal, j'ai cette possibilité de pouvoir ouvrir mon atelier. Il y a un savoir-faire, il y a des gens. Donc, il y avait tous ces facteurs, un équilibre à la fois familial, professionnel et également amical, dans la mesure où j'avais des amis avec qui j'étais restée en contact depuis mon bac. Et me rapprocher de l'Afrique, on a beau dire, mais on peut aller... Voilà, comme on dit, heureux qui comme Ulysse a fait un long voyage, mais au final Ulysse il veut toujours revenir à la maison. Je ne peux pas revenir au Niger, c'est trop dur, mais il fallait que je revienne à une terre qui m'était familière. Je retourne de temps à autre, mais j'y vais donc ou pour voir la famille, ou vraiment ou pour la cause de la commémoration, tout à fait. Mais je ne peux pas rester plus d'une semaine, 10 jours, c'est trop dur, c'est trop lourd. C'est trop lourd. Et votre famille, comment elle a vécu ça? Vos frères, vos sœurs sont tous devenus des battants comme vous? Comment? Parce que c'est tellement horrible qu'il y en a qui prêteraient la solution de la facilité, qui rentreraient en dépression, des choses comme ça. C'est pas pour dire que la dépression c'est facile, mais c'est pas évident de trouver la force au fond d'une telle souffrance. Chacun a une manière de traiter sa souffrance différente. Donc certains l'ont intériorisé. Parce que vraiment en parlant, comme vous pouvez le voir, il suffit de dire quelques mots. C'est comme un verre rempli à ras-bord et la moindre goutte fait déborder. Et c'est comme si le barrage s'effondrait. Et en mettant des mots sur cette douleur, tout l'équilibre fragile qu'on a construit s'effondrerait. Donc parfois, c'est encore dur pour certains membres de ma famille de parler de cela. Et chacun se bat à sa manière. Vous pensez qu'un jour vous ferez de la politique? À l'heure d'aujourd'hui, non. On m'a souvent dit, et parfois je pense que beaucoup de gens pensent que je le souhaite, mais
mon père lui-même ne voulait pas faire de la politique. Il en est venu à cela parce qu'il voyait tous les méandres et tout le marasme politique de l'époque. Et il devait intervenir. Et il voulait changer les choses. C'était un panafricain. Il voulait vraiment que l'Afrique et les Africains s'accomplissent par eux-mêmes. Et je pense sincèrement que c'est à cause de cela qu'il a été fait. Ça me rappelle un autre président qui a suivi. Est-ce que vous connaissez la famille un peu de cet autre président? Oui. Pour ne pas le nommer. Exactement. C'est un parcours à la fois différent et similaire. Ma mère a été en contact avec Madame Sankara et c'est pour nous un soulagement de voir que le temps, même s'il y a encore une lutte pour eux, mais le temps donne raison dans la réhabilitation de sa mémoire et dans les valeurs justes qu'il défendait. Nous avons déjà pu gagner un procès contre l'État nigérien qui a condamné l'État du Niger pour déni de justice il y a de cela 2 ans. Mais là, l'enquête n'a toujours pas été ouverte. Aujourd'hui, le combat que je mène, c'est l'ouverture de l'enquête. Maintenant, la seule chose que je peux dire aux personnes qui sont confrontées à une telle douleur, ça ne peut pas forcément même la perte d'une personne, mais qui se sentent perdus et qui se sentent impuissants. Déjà, on ne peut pas refaire le passé. On ne peut pas. Donc dire si, des fois je me surprends quand j'ai des problèmes, que je me sens écrasée, je me dis si mon père était là. Je rends grâce à Dieu d'avoir eu le père que j'ai eu. Malgré toute la douleur que ça entraîne. Un jour quelqu'un m'a dit si tu devais changer quelque chose, si tu avais un vœu à faire, automatiquement j'ai voulu dire ramener mon père. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte, mais ça, ce n'est que récemment, et c'est vraiment là, c'est un parcours de 37 ans, de 20 ans de deuil aussi. Mon père est mort, là, c'est le côté religieux qui prend le dessus. J'ai fait une phase où j'ai rejeté. Je me suis dit, si Dieu peut permettre ça, quelqu'un d'aussi bon et d'aussi généreux puisse partir d'une manière aussi horrible, il n'y a pas de justice. Et où est Dieu dans tout ça? Ce n'est que récemment que j'ai pu faire cette conciliation où je me dis, il est mort, il venait juste de revenir de la Mecque. À peine quelques jours, même pas moins d'1 mois. Il est mort un vendredi et il a été assassiné dans le dos par des gens qui l'avaient aidé. Si on prend notre religion, et ça, il faut vraiment être pratiquant. Pour ça, il faut arriver à un certain degré de compréhension et de foi. Ces assassins lui ont offert le plus beau cadeau qu'ils pouvaient avoir. 100 ans de vie, peu importe ce qu'il aurait pu faire. La place qu'il a aujourd'hui au paradis, il n'aurait jamais pu l'obtenir dans d'autres circonstances. Donc peu importe aujourd'hui ce que je vis, le manque que j'ai, la douleur que j'éprouve, là où il est aujourd'hui, je devrais, c'est difficile à dire, je devrais remercier Dieu de cette place-là. Et aujourd'hui, c'est un peu ce qui me fait tenir. Bizarrement, ces assassins lui ont offert le paradis et nous ont offert l'enfer. Mais c'est à nous de prendre le meilleur parti et de transformer cet enfer et de le refleurir jour après jour. Que pensez-vous de l'adage qui dit les morts ne sont pas morts? Ils ne sont pas morts, ils vivent en nous. Mon père porte les valeurs et les principes qu'il portait vivent en moi. Aujourd'hui, c'est ce qui me fait avancer. Des fois, les gens me disent pourquoi tu fais ça. Je cherche à instiller, mais à travers mes propres outils, à travers ce que je crée, j'essaye de véhiculer un esprit, une émotion et une certaine grandeur de ce que j'avais, de cette douceur qu'il avait, de cette générosité. Mais c'est surtout les valeurs qu'il portait. Cette valeur de l'Afrique forte, de panafricanisme, de se battre parce que il était orphelin. Il était orphelin de père, ils étaient 10.
sa mère était analphabète et ils étaient jeunes et de tout cela, il s'est battu jusqu'à devenir. Les outils, tu es le maître de ton destin. Oh, j'adore cette chute. J'adore cette chute, absolument. Et ceci justifie votre invitation dans notre émission. Fière d'elle. Parce que toute mon équipe et moi-même, nous sommes absolument fiers de vous. Et nous voulons dire à la face du monde que nous sommes fiers de vous en tant que femme, en tant que fille d'eux, en tant que chef d'entreprise, en tant que mère. Et vraiment, si cette émission pouvait impacter votre exemple, nous ne faisons aucunement de politique sur Emma Jordan TV. Nous sommes juste fiers de la femme magnifique que vous êtes devenue. Et nous sommes persuadés que quelque part, votre père aussi est très fier de vous. Nous vous remercions, Madame Barré. Merci beaucoup. Merci.